Clap. Quand vous voulez. C'est parti, je clappe aussi. Ok, magnifique. Salut Hans. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va mal. Est-ce que tu sais te présenter un petit peu par rapport pour les gens de la chaîne qui ne te connaissent pas? Parce que d'habitude, je fais venir parfois des influenceurs, des athlètes, etc. Mais bon, bien que tu sois un athlète aussi, je pense, il y a quelque chose quand même d'intéressant, c'est ton parcours, notamment au niveau des études. Donc peut-être te présenter brièvement d'où tu viens, Ok. âge, etc. Ok, donc moi c'est Hans, je suis doctorant en sciences du sport ou sciences de la motricité et je pratique donc la musculation, le street workout, le street lifting et un peu de crossfit. Donc normalement, je suis issu de France, j'ai fait mon parcours scolaire en France, donc j'ai fait une licence TAPS, entraînement sportif que j'ai réalisé à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est vers Versailles. Puis après j'ai fait un premier master, entraînement, biologie, nutrition, santé à Paris-Descartes. J'ai fait un deuxième master à Montpellier que j'ai débuté. Et en fait, en même temps que j'ai débuté ce master, j'ai réussi à avoir mon poste de doctorat donc ici en Belgique, à Bruxelles. Et donc j'ai arrêté ce deuxième master pour venir m'installer en Belgique et réaliser mon doctorat. Et donc là, je suis en deuxième année de doctorat. Ok, wow, super. L'idée du doctorat, en fait, c'est pourquoi? Quel est l'objectif d'avoir sa carrière après avoir fait de telles études? Donc en gros, c'est un travail de recherche sur 3 ou 4 ans. Ouais. Donc on n'a plus de cours, c'est vraiment que de la recherche. Moi, je dédie mon temps uniquement à la recherche. Et l'objectif après, c'est d'être docteur en sciences du sport. Et ça permet d'avoir un poste académique au sein de l'université. Donc proposer des cours aux étudiants et continuer la recherche en même temps. Ok. Donc tu te verrais déjà en fait plus tard professeur dans ce domaine-là pour les étudiants, mais également continuer la recherche. Est-ce que, vu que tu as déjà un pied dedans, comment ça se passe au niveau des recherches? Parce que ça demande quand même pas mal de financement. Il y a de plus en plus d'études qui sortent. Pour faire une étude, on suppose que ça demande quand même clairement de la finance, des sujets. Comment procéder un petit peu? Alors sur le financement, moi je n'ai pas eu à aller chercher mon financement moi-même. C'est mon directeur de recherche qui avait déjà un financement de la région bruxelloise. Et donc après, une fois qu'il y a la bourse qui est faite, mon directeur allait chercher quelqu'un pour bénéficier de cette bourse et réaliser la recherche. Et donc je suis financé tous les mois grâce à cette bourse. Et ta deuxième question, c'était... Alors c'est une très bonne question. C'était par rapport... C'était pour le recrutement. Professeur et le recrutement. Ouais. Voilà, alors pour le recrutement des sujets, moi qui suis extérieur à la Belgique, je n'ai pas forcément d'amis ou de contacts qui pourraient me permettre de faire du bouche à oreille. Donc j'ai essayé de passer par Facebook. Il y a des sites, il y a des pages Facebook qui sont un peu dédiées pour la recherche, où il y a plusieurs personnes qui se regroupent et qui ont envie de participer à la recherche. Donc tu proposes ta thématique de recherche et les gens te contactent s'ils veulent participer ou pas. Et sinon, quand on fait de la recherche, donc notamment ici à Bruxelles, on encadre souvent des étudiants. En même temps qu'on réalise nos projets, on encadre des étudiants pour leur mémoire. Donc là, c'est plus facile parce qu'ils vont pouvoir recruter parmi leurs camarades ou parmi leurs connaissances. Et donc là, notamment, je travaille avec un étudiant en Master 2 qui a permis de recruter de très bonnes personnes avec des belles qualités physiques. Donc c'est intéressant pour ce que j'étudie. Super. Et c'était qu'est-ce que tu étudiais là? Donc là, moi, je travaille sur la méthode par contraste de charge. Donc l'objectif... Méthode bulgare. C'est ça. Okay. Ouais, c'est ça. Méthode bulgare ou méthode par contraste de charge. Donc moi, l'objectif, c'est de contribuer à l'optimisation de cette méthode, et également d'améliorer la compréhension d'un des mécanismes de cette méthode, qui est la PAP, donc c'est la potentiation de post-activation. Ouais, comme tu m'avais envoyé un petit peu. Voilà, c'est ça. Ça, c'est déjà solide. Et il faut combien de sujets pour qu'on considère que ta recherche soit qualitative selon toi? Parce que ça dépend un petit peu. En fait, le problème des recherches, et on viendra, je te demanderai évidemment ton avis, homme de terrain, homme de science, etc. Mais quel est... tout le monde n'a pas le même niveau, tout le monde n'a pas la même discipline. Comment est-ce que ça procède en fait? Donc déjà, quand on va effectuer comment dire, quand on va vouloir faire de la recherche, on va définir une population sur laquelle on va souhaiter étudier les mécanismes. Pour moi, par exemple, la méthode par contraste de charge. Donc la méthode par contraste de charge, elle va plutôt s'appliquer sur des personnes qui sont sportives. Donc dans mes critères de recrutement, je vais demander qu'ils soient sportifs. Je vais essayer de recruter le plus possible des personnes qui font de la compétition. Comme ça, je sais que c'est des personnes qui seront motivées par l'entraînement. Et par rapport au nombre de sujets, alors c'est assez difficile, plus on en a, mieux c'est. Après, ce n'est pas toujours évident d'avoir des sportifs dans un nombre illimité. Ouais. Donc, on va dire qu'on a à peu près entre
10 sujets, mais après pareil, ça va dépendre de ce qu'on va analyser. Plus il y aura de paramètres à analyser, plus il va falloir avoir des groupes de sujets importants, et parfois pour des petites études, on a besoin d'un nombre un peu plus restreint de sujets. Mais après, c'est sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que les données que je vais sortir de mes recherches, elles seront valables pour la population que j'ai étudiée, et j'espère que les données que j'aurai pourront s'étendre à une population plus globale, mais ça, il faut souvent avoir plusieurs recherches avec différents chercheurs qui vont travailler sur le même sujet, et à terme, on peut avoir des conclusions qui vont s'appliquer sur une population un peu plus grande. Pour l'instant, les données que j'ai, elles s'appliquent sur mon échantillon, et j'espère les extrapoler à plus grande échelle. Et concernant cette fameuse méthode de contraste de charge, donc vulgairement dit, c'est clairement pour améliorer les capacités de puissance de l'athlète. Ouais. Développer les capacités explosives. Voilà, c'est ça. Donc, pour brièvement résumer, force fois vitesse, je pense que tous ceux qui s'intéressent. Alors, ça, c'est pour la puissance. Force fois vitesse, c'est la puissance. L'explosivité, ça va être la vitesse d'installation de la force. Ok. Tu sais expliquer un petit peu plus en détail? Je vais réexpliquer plus globalement ce que c'est la méthode par contraste de charge. Donc, en gros, l'objectif de la méthode par contraste de charge, c'est ce que tu as dit, ça permet le développement de l'explosivité. Pour son utilisation, en fait, on va utiliser un exercice très lourd qu'on va combiner avec un exercice léger. Ouais. L'intérêt, il est double, c'est qu'on va avoir à la fois un gain de temps pour le préparateur physique, parce qu'il va pouvoir être capable de développer la force avec le travail sur l'exercice lourd, la vitesse sur l'exercice léger, et également l'explosivité par la combinaison des deux exercices. Le deuxième phénomène qui est intéressant, c'est qu'il y a donc un phénomène d'optimisation de la performance qui est lié à l'exercice lourd et qui va s'appliquer sur l'exercice léger. Donc en gros, si tu fais un squat très lourd, tu vas optimiser ta performance sur un exercice léger que tu vas faire. Donc si on prend des squat jump par exemple, tu vas améliorer ta hauteur de saut. C'est pas quelque chose d'incroyable, tu ne vas pas augmenter de 20 ou 30%, ça va être une petite augmentation de ta hauteur de saut, mais c'est déjà quelque chose de très intéressant. Surtout qu'en fait, arrivé à un certain niveau, forcément, si on passe par petits paliers, imaginons de 0,5 à 1 cm pour un saut en hauteur, pour beaucoup de personnes, ça ne représente pas beaucoup, mais quand on est dans le domaine, on se dit ok, c'est une sacrée amélioration au vu du niveau de l'athlète, et surtout avec les années d'expérience qu'il a déjà, peut-être les antécédents de blessures aussi, etc. Juste pour résumer un petit peu, parce que c'était très bien détaillé, la méthode de contraste de charge qu'on appelle aussi méthode bulgare, et n'hésite pas à me couper si je me trompe, il ne s'agit pas, parce que le terme est employé à tort et à travers, d'un superset, parce que déjà un superset normalement c'est muscle agoniste et antagoniste qui s'enchaînent l'un à la suite de l'autre, et la méthode bulgare, en fait il y a un temps de repos avant de passer sur le léger, c'est ça? Oui, alors c'est ça. Donc ouais, pour le superset, en gros, moi je définis le superset comme un ensemble de séries qu'on va réaliser les unes après les autres, mais ça peut être 2 exercices, 3 exercices. Oui. Il n'y a pas réellement de... C'est plutôt, on va dire, un terme qui regroupe un ensemble de méthodes. Plus ou moins, ça s'est popularisé de toute façon comme terme, parce que je pense qu'il y a des fois on employait par exemple, je me rappelle encore, moi quand on disait on va enchaîner ça en superset, je comprenais évidemment quand tu avais un spider curl et puis un hammer curl en enchaînement, à proprement parler, je pense pas qu'on pourrait parler de superset mais plutôt de biset, mais c'est un peu joué sur le terme aussi, je pense pour rien. Ouais. Mais dis-moi, pas de souci, parce que c'est intéressant justement d'échanger avec toi qui a des connaissances aussi à ce niveau-là. Oui. Et donc par rapport à la méthode bulgare, donc ce que tu disais, c'est qu'il y a un temps de repos. Et effectivement, justement, c'est un de mes objectifs de ma thèse, et c'est déterminer un temps de repos optimal entre la charge lourde et l'exercice léger, pour à la fois bénéficier de l'optimisation de la performance. Donc on sait qu'il faut un temps de repos d'une certaine durée pour bénéficier de cette optimisation de la performance et qu'elle agisse sur l'exercice léger, mais également il faut un temps de repos pour diminuer la fatigue. Imaginons que tu as un volume qui est assez élevé sur ton exercice lourd, tu vas avoir de la fatigue. Si tu fais ton exercice de saut immédiatement après, il est possible que ta performance soit diminuée parce que c'est lié à la fatigue. Donc il faut trouver un juste équilibre entre à la fois l'optimisation de la performance et la fatigue qui peut venir contrebalancer cet effet-là. Et c'est assez difficile d'avoir un temps de repos optimal, parce que ce temps de repos optimal va dépendre grandement en gros du volume et de l'intensité qui vont être calibrés sur ton exercice lourd. Et donc en fait, il n'y a pas de temps de repos optimal, mais il y a un temps de repos qui va être individualisé en fonction de la séance que tu as préparée, également en fonction de ton athlète, parce qu'il y a aussi des facteurs individuels qui vont
qui vont rentrer en compte, le background du sportif, quel entraînement il a fait. S'il a fait des entraînements en force, eh ben on sait qu'il sera plus apte à bénéficier de cette méthode par contraste de charge. Ça veut dire que l'effet sur la performance explosive sera plus marqué. Donc sur l'exercice léger, l'amélioration de la performance sera certainement plus important. Ça dépend aussi de la typologie au niveau des fibres. S'il y a plus de fibres rapides, il y aura un effet plus marqué. Donc ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Donc c'est difficile, je pense, de trouver réellement un temps de repos optimal, mais il faut essayer de l'individualiser. Et pour individualiser ça, justement, il y a l'intérêt d'utiliser les nouvelles technologies. Notamment, il y a une application qui s'appelle MyJump, qui permet d'analyser la performance en saut juste avec son smartphone. On filme au ralenti et ça permet de déterminer le temps de vol au niveau du saut. Et juste à partir du temps de vol, on peut avoir plein de données sur la performance en saut. Et par le biais de ça, ça permet en tant que coach, de faire comme une personne qui fait de la recherche, déterminer un petit protocole, essayer d'estimer le temps de repos optimal qui va permettre d'avoir la plus grande performance en saut. Vu qu'on peut le filmer, on saura dire là, à 2 minutes, c'est là où il a sauté le plus haut. Là, peut-être à 1 minute après l'exercice lourd, c'est là où il a sauté le plus haut. Et donc, en fonction de ça, on pourra vraiment adapter l'entraînement en fonction de l'individu et de ce qu'on a choisi de planifier pour ta méthode. MyJump, c'est ça, hein? Ouais, MyJump. Ok, super. Et au niveau de cette thèse, parce que tu l'as commencé il y a déjà un moment, je pense, hein, notamment sur la méthode Vulgate, non? C'est ça, ça va faire 2 ans ici en janvier. Donc c'est bien pour réaliser, en fait, parce que ça prend du temps, la recherche. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on est encore loin de ce que tu aimerais accomplir, enfin, de conclure? Ou est-ce que tu te rapproches de ton objectif? Est-ce que tu penses qu'il y aura encore pas mal d'années avant d'atteindre justement ce résultat que tu aimerais avoir? Oui, je pense que ça prend du temps, notamment parce que quand on sort d'un master, on n'est pas des chercheurs. Ça veut dire qu'on est des embryons de chercheurs quand on sort du master, parce qu'on a fait peut-être un petit stage de recherche, mais ça ne permet pas de se rendre compte de la globalité, de la difficulté que c'est la recherche. Et donc pendant la thèse, à la fois on doit développer ses compétences dans la recherche et également fournir des données et des résultats qui sont sûrs et probants. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile à faire parce qu'à la fois on s'entraîne, donc on doit faire face quelquefois à des échecs et malgré ces échecs, il faut essayer de rebondir pour avoir des bonnes données, des données fiables sur lesquelles on est sûr. Et donc je pense que même après un doctorat, on n'est pas encore des bons chercheurs et je pense que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de connaissances à avoir, pas mal de choses à maîtriser. Et donc, je pense que ça prend du temps. Et donc, pour l'instant, je suis un embryon de chercheur. À la fin du doctorat, je serai certainement un bébé chercheur. Et d'ici 10 ans, peut-être que je serai un enfant chercheur. Mais en fait, donc là, parce que je sais on en parlait justement avant de commencer le podcast, que en France, on parle de bac. Tu me parlais un petit peu des études, de comment ça se développait. Ça se joue à 1 ou 2 années. 3 ans après le master. Ouais. Et en Belgique, ça serait plutôt 4 ans. En général, c'est plutôt 4 ans de recherche après le master. Donc, le master en Belgique, pour se faire une idée, c'est 5 ans. 5 ans, ouais. Donc, tu es parti pour 9 ans. Ouais, c'est ça. Grosso modo, 9 ans. Ok. Mais c'est comment dire, le master, c'est vraiment c'est scolaire, c'était des examens, etc. Ouais, c'était ça. Et là, on parle bien d'un master de préparation physique. C'est ça. Parce qu'on comprenne bien, et ça c'est vraiment important, en Belgique, le travail de préparateur physique, on emploie parfois un peu le terme de préparateur physique à toutes les sauces. Donc moi j'ai un bachelier qui représente 3 ans en éducateur spécialisé en activités socio-sportives. Donc il y a eu des connaissances anatomiques, etc. Mais ce n'est rien, contrairement à un travail de master en préparation physique. Il faut bien comprendre la chose, et surtout, parce que des fois j'ai l'impression que c'est un peu dénigré, il y a des formations qui t'apprennent vraiment les bases sur 6 mois, sur 1 an, mais là on parle de 5 ans. C'est-à-dire que tu as revu en détail plusieurs choses, et puis ensuite tu as attaqué tes 4 ans. C'est ça. Et oui, et par rapport à ça, même d'ailleurs quand on sort d'un master, ça peut être qu'on sera un bon coach quand on sort d'un master, il y a d'autres compétences à développer. Parce qu'on va dire que le master est souvent très théorique et il y a plein de choses sur le terrain qui nous manquent et qu'on développe aussi au fur et à mesure des années et par aussi sa pratique personnelle. Comment tu te sens quand tu as quelqu'un qui n'a pas fait son master de préparation physique? Je parle pour le côté belge, hein, donc vraiment la Belgique,
qui te dit moi je suis préparateur physique, j'ai préparé autant de personnes, etc. Est-ce que quelque part tu te sens, je vais pas dire humilié ou tu as envie de lui dire écoute non, t'es pas préparateur physique quelque part. C'est peut-être jouer sur les mots sur certains parce qu'on comprend qu'ils veulent le dire, mais il y a un moment, je peux comprendre que certaines personnes se disent écoute, moi je suis préparateur physique, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai sûrement des connaissances que toi tu n'as pas encore acquis, ça dépend un petit peu du parcours, hein, voilà, et on va justement en arriver au stade du homme de terrain, homme de science, et parfois les deux. Je pense notamment à un exemple que moi j'adore beaucoup, qu'il y a des livres justement sur la bibliothèque, c'est Christian Thibaudeau, qui pour moi représente les deux. Homme de terrain, homme de science. C'est que je dise pas de bêtises, le Canadien, et je pense qu'il avait été formé par Charles Poliquin. Okay. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a fait énormément d'analyses, qui a fait des analyses sur le terrain, qui a fait des analyses, forcément des recherches aussi, qui a plus de 20 ans d'expérience, qui a écrit plusieurs bouquins. Mais quel est ton avis par rapport à ça? Mais déjà, pour moi, il n'y a pas de comparaison à faire. Si lui se sent préparateur physique, c'est très bien. Je n'ai pas de contre à rendre ou de montrer que je suis meilleur que quelqu'un d'autre. Ça sera juste, moi je sais ce que je vaux et ça suffit. Après, le travail des autres, je ne vais pas forcément le regarder. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense que quand même globalement, il y a l'air d'avoir un manque de compétences chez une grande partie des coachs. Et ça se voit bien parce que justement, les kinés volent un peu notre travail de coach en proposant parfois de la préparation physique. Et ce n'est pas forcément leur rôle. Mais d'un autre côté, on ne peut pas leur reprocher ça parce que si eux, ils se positionnent dessus, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait un manque, qu'il y avait certainement un manque de compétences de la part des coachs. Et eux, ils se disent qu'ils ont des compétences en physiologie, en biomécanique, et qu'ils pourraient les réutiliser pour essayer d'optimiser un peu la préparation physique ou certaines parties du coaching. Donc moi, je pense que c'est plutôt vraiment au coach de se remettre en question et de continuer à se former sans arrêt pour essayer d'être vraiment au top niveau et que personne ne puisse nous concurrencer. Et voilà, je pense que c'est ça le plus important. C'est assez... je ne vais pas dire que c'est inquiétant, loin de là, parce qu'il faut un électrochoc. C'est un mot que j'aime pas beaucoup employer pour le moment. Certains savent pourquoi, mais il faut un électrochoc quelque part. Et pour avoir un électrochoc, eh ben, il faut qu'à un moment on reçoive une claque dans la figure pour comprendre. Et je pense que c'est ce qui est arrivé notamment il y a 3 ans, parce que Parnasse Isei a commencé officiellement, j'essaye de faire passer ça de manière officielle, déjà un bachelier de coach sportif. Et si tu veux monter et avoir une passerelle et aller chercher justement le titre de préparateur, à ce moment-là, c'est possible en passant à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Mais moi, je suis en partie d'accord avec toi. Et c'est vrai que moi, quand je suis sorti, j'ai pas fait de formation de coach sportif, NASM, etc. Parce que derrière, il y avait eu l'anatomie, il y avait eu l'apprentissage des mésocycles, des différents cycles d'entraînement. Mais après, moi, où j'ai pris des connaissances et que je continue d'apprendre non-stop, c'est ici, via des échanges. C'est en prenant un préparateur, Vincent Breyer, qui est mon préparateur encore à l'heure actuelle, que je pose des questions. Ça, je comprends pas, pourquoi tu m'as donné ça, pourquoi c'est comme ça, etc. etc. Mais c'est des choses que il y a plein de choses que j'ai pas appris. Il y a plein de choses que je n'ai pas appris en sortant de mon cursus. Donc c'est ça aussi qui est difficile, c'est toujours ça, se remettre en question, savoir se reposer une question, aller chercher l'information, parce que même si sur Internet aujourd'hui il y a du très bon contenu, il y a aussi des choses, il y a tellement de flux d'informations qu'on s'y perd, quoi. C'est sûr. Et donc on a parlé pas mal de la contraste de charge, homme de terrain, homme de science. Est-ce que tu as des projets déjà que tu penses à l'avenir après cette fameuse recherche de contraste ou pas? Parce que je suis sûr que tu as plein de trucs en tête. Là, justement, j'en ai trop et je ne sais pas vers quoi réellement m'orienter. Il y a moyen de discuter un petit peu, hein, et peut-être que c'est les personnes qui regarderont qui diront ah, ok, on choisit ça pour t'indiquer vers ça, c'est ça qui nous intéresse le plus. Alors soit je me lance dans la recherche et je continue tout droit, donc ça veut dire après le doctorat. Comme je disais, donc on est bébé chercheur après le doctorat, c'est pour ça qu'on ne peut pas prétendre directement à un poste académique juste après le doctorat. Il faut faire encore d'autres contrats de recherche qui s'appellent des post-docs, donc ça a des durées d'1 an, un peu plus longues des fois. Des fois, on doit les cumuler plusieurs années avant de réellement trouver un poste académique. Donc c'est quelque chose qui est assez, on va dire, dur à atteindre. Et puis on n'a pas une réelle stabilité pendant un certain temps. Il faut être aussi mobile parce que trouver un postdoc, c'est pas toujours évident. Des fois, il faut aller à l'étranger. Et donc quand tu commences à avoir, moi c'est pas encore mon cas, mais si un jour je veux une vie de famille, faut que je pense à avoir quelque chose d'assez solide. Donc
il y a ça d'un côté qui m'intéresse, parce que la recherche, j'aime ça. Il y a aussi tout ce qui est sur, justement, je parle un petit peu de nouvelles technologies, MyJump, etc. Moi, je suis très intéressé par la programmation informatique. J'essaie de l'utiliser aussi dans mes entraînements et plus tard quand je proposerai du coaching. Donc là, par exemple, j'ai codé une application qui permet... Justement, c'est parce que j'avais complètement zappé que tu étais là-dessus sur ta programmation. Tu disais que tu avais codé une application et en gros, ça me permet d'automatiser toute la programmation de mon entraînement. Donc ça veut dire qu'en fait, je vais juste rentrer ma première séance avec mon RM, le nombre de répétitions sur ma première séance, le nombre de séries, etc. Je rentre la programmation que je souhaite et ensuite j'appuie sur un bouton et ça va me sortir tous mes cycles avec toutes mes semaines, tous mes entraînements en fonction de la durée que j'ai voulu, avec toutes les charges qui vont être calculées automatiquement. À la fin, ça donne aussi un petit résumé statistique global de mon volume de travail, de l'intensité à laquelle j'ai travaillé sur mes séances. Et ça me permet ainsi de suivre ma progression, d'avoir des repères pour être toujours motivé, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très important. Et également, si je continue à faire ça à long terme, ça peut essayer de comprendre aussi des fois quand on se blesse. Si est-ce que je me suis blessé, c'est parce que mon volume d'entraînement a augmenté de manière trop importante. Donc je pense que c'est vraiment des choses qui sont importantes à mettre en place quand on veut faire une bonne programmation. Et d'ailleurs, je pense que c'est le principal, comment dire, la première chose à mettre en place quand on parle de, allez, j'ai oublié le terme, quand on parle de prophylaxie. Tu sais, souvent on utilise ce terme en préparation physique, c'est essayer de mettre en place des choses pour éviter les blessures qui pourraient survenir. Et je pense que la programmation, c'est la première chose à mettre en place avant de penser à tous les exercices accessoires qui pourraient être utilisés. Une bonne programmation, c'est déjà s'assurer qu'il y a un risque de blessure qui soit bien réduit. Mais en fait, c'est ça. Il y a tellement de trucs qui me traversent l'esprit quand tu me poses cette question-là, parce que, en fait, quand j'avais fait le sondage Instagram, si on le retrouve, on l'affichera de toute façon sur la vidéo, sinon c'est pas grave. C'était pour ou contre une programmation planifiée. Et je pense que c'était toi qui m'avais posé la question justement pour parler de ça. Et il y a des questions qui me sont venues en tête. Donc déjà, il y a le profil de l'athlète, forcément. On sait aujourd'hui qu'il faut quand même un très bon ratio d'équilibre sur les muscles antagonistes et agonistes aussi. Il y a la déspécialisation pour mieux respécialiser après. Mais il y a aussi un truc qui m'a fait réfléchir, c'est je me suis dit, tu encodes le tout, mais il y a des paramètres en cours de la programmation qu'on ne sait pas toujours calculer, notamment le sommeil, voilà, la vie autour, la vie privée autour de l'athlète, le stress qui joue avec le cortisol qui joue énormément quand ça monte en flèche. Et j'aimerais ton avis sur le deload planifié et le deload réactif. Parce qu'à une certaine échelle, en fait, le deload réactif, c'est avec une certaine expérience, on peut se dire ok, là je me sens pas bien, il est temps de ralentir. Ou alors, des fois, on pousse un petit peu jusqu'à se dire ah ben en fait, il y a une fatigue nerveuse. Les tendons sont abîmés et on ne prête pas nécessairement attention à tout ça. Deload réactif, explique peut-être pour... Ouais, donc juste pour faire une idée, le deload réactif, c'est vraiment se dire ok, là je commence à me sentir fatigué, il est temps de se reposer, mais parfois il est peut-être déjà trop tard. Et le deload planifié, ben, en fait, dans la programmation, je pense à la méthode de Jim Wendler, la 5-3-1, on sait qu'il y a d'office normalement un deload qui est planifié, on le respecte, même si dans sa tête on se sent bien, on respecte le deload avant de mieux repartir. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça par rapport aux planifications ? Alors, là, je pense que c'est difficile à mettre en place quand tu débutes avec une personne, avec un athlète que tu connais pas forcément. Et je pense que les deux sont intéressantes, mais ça va dépendre de ce que tu veux planifier. Si tu as un intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de fatigue, parce que tu sais que d'ailleurs tu veux vraiment surcompenser et que tu as besoin de cette grosse fatigue-là, ça dépend aussi de ton athlète. S'il se sent vraiment trop fatigué, tu ne vas pas te fier à ta planification et dire non, on va jusqu'au bout et au risque qu'il se prenne un mur et que ça soit mort pour la suite, quoi. Donc je pense que vraiment ça dépend de l'athlète et de l'objectif en fait. Tu te bases beaucoup sur le ressenti de l'athlète. Oui, aussi. Et puis donc je programme informatiquement les données, etc. Mais c'est quelque chose que je réactualise souvent. Par exemple, je vais faire un premier test avec mes RM, je vais rentrer dans l'application.
Puis la semaine d'après, je vais peut-être me rendre compte que ça ne correspond plus. Soit j'ai surestimé, soit sous-estimé. Donc je vais retourner sur mon application et de nouveau modifier. Donc il ne faut pas voir la programmation comme quelque chose qui est fixe et sur laquelle on ne doit pas plus du tout agir une fois qu'elle a été planifiée. C'est constamment de l'adaptation. Exactement, exactement. Ouais. Ok, c'est dingue. Et purée, tu parlais de surcompensation. Est-ce que tu sais expliquer un petit peu vite fait aux personnes qui nous regardent ce que c'est? Ok, en gros la surcompensation, donc quand on va réaliser un travail par exemple en musculation, on va venir augmenter le volume de travail jusqu'à créer une certaine fatigue, et ça va être une fatigue qui va être fonctionnelle et qui va permettre de mettre en place des mécanismes qui vont permettre par la suite d'améliorer les performances notamment musculaires et nerveuses et qui vont permettre d'atteindre des performances qui sont plus élevées que le niveau qu'on avait initialement. Ok. Fatigue fonctionnelle, fatigue en comparaison avec la fatigue traditionnelle, je suppose que tu veux dire. Oui. Ouais, ok, ça marche. Écoute, ouais, super. On a parlé de différents sujets. Est-ce qu'on a parlé du projet? On en a parlé brièvement, mais des différents projets que tu voulais mettre en place par après. Je sais plus si on en a parlé ou pas. Seb, on l'a mentionné ou pas? Que tous les projets que Hans voulait mettre en place ou pas? Non, il était en train d'y réfléchir, mais je pense qu'on l'a pas dit. Bon. Ouais. T'as peut-être des idées plus concrètes? Ouais, donc continuer justement vers la programmation. Ouais. Pourquoi pas reprendre une formation justement d'ingénieur et intégrer tout ce qui est intelligence artificielle pour que ce soit bénéfique à la recherche. Toujours en lien avec le sport ou là on toujours alors vu que je développerais des compétences en ingénierie, il y aurait des choses qui seraient hors performance sportive, etc. Okay. Mais après ça serait pour les relier également avec tout ce qui est lié au sport. Ouais. Et donc ça aussi, ça m'intéresserait pas mal de réussir vraiment à lier les deux et combiner justement ces deux univers qui, je pense, seront très prometteurs à l'avenir. Est-ce que je t'avais envoyé ou est-ce que tu as vu le reportage de l'intelligence artificielle au service du coaching sportif? Et je pense même que c'était Nassim Saïli qui était en interaction. C'était passé sur les journaux. Ok, j'avais vu une vidéo de lui sur YouTube où il parlait un petit peu justement d'intelligence artificielle. Ouais. Où je crois qu'ils avaient réussi à apprendre en gros, avec un algorithme, à apprendre un soulevé de terre, je crois. Ouais, oui, ils avaient modélisé un humain et ils avaient réussi à lui apprendre le soulevé de terre. Je crois que c'était un truc comme ça. Je pense que c'était un truc. Mais sinon, je retrouve. Mais je veux bien que tu me l'envoies parce que je te l'enverrai parce que c'était assez dingue en fait. On arrivait à un stade où en fait on prenait un téléphone et s'affichait en fait un spectre de ton coach ou du coach en question qui te donnait les exercices à faire. Et ça avait fait énormément de débats. Je crois qu'elle est sortie il y a plusieurs mois. J'essaierai de la retrouver vraiment parce que c'était intéressant et on essaiera de la mettre ici sur les vidéos. Et il affichait en fait quoi faire, il te parle carrément, hein, comme si tu étais face à moi. Mais ce qui était très fort, c'est qu'il arrivait aussi à te corriger. Et donc on passait dans une nouvelle ère presque robotisée en fait, hein, quelque part, quoi. Donc là il y avait toujours en fait cet aspect du coach qui se sent frustré aux premiers abords et un autre aspect qui se disait ouais, la technologie c'est hallucinant, parce qu'on se disait ouais, mais si le client demain il veut refermer son téléphone, il le fait, que s'il a un rendez-vous ils sont déjà plus obligés de le faire. Est-ce que tu as un avis par rapport à tout ça? Oui, justement, je pense que c'est intéressant de s'intéresser à la technologie parce qu'il y a des choses qui sont bonnes à prendre et peut-être d'autres choses qui le sont un peu moins, notamment là je pense d'un coach avec hologramme. En plus, pour l'instant j'ai du mal à imaginer que ce soit réellement faisable de faire ça et je ne vois pas comment on ait les moyens encore de remplacer l'œil d'un professionnel vis-à-vis d'un exercice, parce que pour l'instant je le vois en recherche, les capteurs qu'on a, ils sont difficilement à mettre en place dans des situations réellement proches de la performance sportive. On va le réaliser dans des conditions un peu particulières, on va modifier certaines variables pour limiter certaines interactions, mais vraiment avoir des capteurs qu'on utilise par exemple, lors d'un match de foot directement, il y a les GPS, mais il y a d'autres choses qu'on pourrait analyser, et ça on n'arrive pas encore à le faire. Donc je pense que ça sera d'ici pas mal de temps. Mais oui, je pense qu'il y a des choses à prendre et des choses... Parce que c'est la question, à mon avis, que tu as déjà reçue à plusieurs reprises et que tu entendras encore, c'est jusqu'où s'arrêtera la recherche, parce qu'on voit qu'il y a énormément de bienfaits,
on parle de soigner le cancer. S'il y avait Monsieur Pacemaker qui n'avait jamais eu cette idée folle de se dire ok, on va mettre un cœur artificiel pour que les gens vivent, ça c'est de la recherche. Et c'est grâce à ça qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui savent marcher, qui savent vivre, etc. Mais est-ce que parfois, t'as pas l'impression que la recherche va tellement loin qu'on risque de courir à notre propre perte? Là, c'est une question assez difficile. Mais donne ton avis sincère, de toute façon il n'y a pas de jugement, quoi. Tu vois, c'est une question qui est effectivement complexe. C'est pour ça qu'on est là. Je pense que c'est difficile de répondre à ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi dans la recherche, il y a des comités d'éthique. Donc, on regarde si le projet qu'on fait respecte certaines règles d'éthique. Et donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est important à garder, à mettre en place pour éviter les dérives dans la recherche et qui pourrait pousser à faire des recherches un petit peu particulières. Mais je peux difficilement répondre à ta question comme ça, je pense. On a parlé beaucoup de tes projets professionnels. Comme on on demandera l'avis des internautes pour savoir vers quoi tu vas te diriger en premier. Comme ça, on va chercher les connaissances chez toi. Maintenant qu'on a trouvé notre docteur en sciences du sport. Est-ce qu'on peut t'appeler docteur en sciences du sport? Non, pas encore. Faut attendre la fin du doctorat. On va appeler embryon docteur en sciences du sport. Ça, c'est mieux. Donc, soyez précis dans les termes. Est-ce qu'il y a des domaines un petit peu plus, je vais dire, du domaine privé, sportif? Est-ce que tu as des objectifs de compétition, des performances que tu aimerais aller chercher? À toi de me dire, quoi. Par rapport aux compétitions, j'ai toujours eu une relation assez bizarre. J'ai toujours fait du sport quand j'étais petit. J'ai jamais apprécié faire de la compétition. Ça veut dire que j'ai fait du foot. Les matchs le week-end, j'avais peur, un stress incroyable. Par contre, à l'entraînement, ce que j'aimais, c'était tout ce qui était justement lié un peu à la préparation physique. Quand on se faisait punir, quand on devait faire les suicides, les allers-retours sur le terrain, ça, c'était mon kiff. Okay. Ça, c'était mon kiff. Ça, j'en ai bouffé aussi en basketball. Avant de commencer le kettle, j'ai un petit temps de basket, ça, on en a bouffé, quoi. Ça, moi, j'aimais bien, j'appréciais. Alors que, pareil, où normalement, tu es censé prendre du plaisir, les fins de match, enfin les fins d'entraînement où tu fais un match, pareil, ça me stressait énormément. J'appréciais pas du tout, donc je pense peut-être pas faire de la compétition un jour, mais prendre du plaisir à l'entraînement et avoir une compétition plutôt avec moi-même, voilà, c'est ça. Où je vais essayer d'améliorer constamment mes performances, que ce soit sur l'hypertrophie, également mes reps max sur du squat, du soulevé de terre, du couché, améliorer mes skills en street workout et également aussi mes charges sur du street lifting, donc sur les tractions. Parce que tu es fan de street lifting aussi. Ouais, je ne suis pas fan, mais c'est quelque chose que... Powerlifting aussi, hein, j'ai l'impression. Mais j'aime bien en fait tout ce qui est un petit peu relié au travail de force, ça m'intéresse. Il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent quand même. Mais je pense que c'est pour ça aussi que j'ai difficulté à faire de la compétition dans un domaine, parce que je fais beaucoup de choses dans plusieurs domaines, donc musculation, street workout, street lifting, un peu de crossfit, et donc c'est difficile de me caler et de me dire tiens, je vais orienter ma préparation que sur ce truc très spécifique et je vais essayer de performer. Non, je vais avoir plutôt tendance à avoir quelque chose d'assez global, et donc ça va être difficile pour moi d'être vraiment performant dans une seule pratique. Non, en fait, en termes de santé, de toute façon, je pense que c'est mieux. Quand on ne fait pas de compétition, qu'on n'est pas ciblé vraiment sur un domaine, je pense que c'est mieux d'avoir de la variabilité dans son entraînement, pas tomber dans de la monotonie et tout ça. C'est ce qui différencie en fait certains aspects. C'est pour ça que j'ai dit, si aujourd'hui, il faut déjà faire quelque chose qui nous plaît. Et la deuxième chose importante, c'est que quand on me demande quelle est la discipline sur laquelle tu me conseillerais de pratiquer, quand elle est bien faite, vraiment quand elle est bien faite, et mine de rien, parce qu'il y a énormément de gens qui critiquent, parfois à tort et à travers, et moi j'ai été le premier à le faire, parfois avant. Mais si maintenant on me demande qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer à m'amuser, performer, me sentir bien, pour moi, le cross-training, le crossfit, ça reste une très bonne activité. Honnêtement, vraiment une très très bonne activité, surtout avec des coachs compétents. Et mine de rien, des coachs compétents, il y en a aussi. Donc c'est important de remettre ça en place. Ouais, non, clairement, je suis d'accord avec toi. Back squat, deadlift... Tu veux des petites perfs? On veut les perfs. On veut les perfs pour montrer qu'il n'y a pas que la tête. Il y a des muscles, d'habitude c'est l'inverse. Il y a des muscles, il n'y a pas de tête. Mais là on va faire l'inverse. Non, arrête, tu vas trop vendre. Je suis pas incroyable. Sur le back squat, je pense que ma 1RM elle est à 130 kg. Je dirais sur le deadlift, je ne suis pas très très fort, autour des 140.
Ouais. Sur le développé couché, je suis à 130. Après... Développé couché, tu es à 130. Ouais, mais c'est mon... Ouais, t'as un ratio dingue par rapport à ton squat. Mais alors, pareil, les jambes, en fait, j'ai eu une hernie discale parce que j'étais pompier en même temps que je faisais mes études. Donc, pendant ma licence et mon master en France, j'étais pompier volontaire. Et pendant la formation en tant que pompier volontaire, je me suis fait une hernie discale. Et donc, pendant très longtemps, j'ai eu des grosses douleurs au niveau du bas du dos et dans la jambe gauche. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps avant de réapprendre le mouvement de squat, à ne plus avoir peur de la douleur. Et même encore, des fois, j'ai des petites douleurs qui reviennent. Ouais, c'est de la kinésiophobie, hein, je crois que ça. Oui, c'est ça. Je pense que je suis assez sujet à ça. Ouais. Et effectivement, et donc, j'ai peut-être un petit retard sur les jambes, même si elles sont quand même assez grosses, mais j'essaie de performer encore dessus. Et c'est vrai que sur le développé couché, je pense que c'est aussi mon point fort dessus. Après, sinon, sur traction, 50 kg et dips, 60 kg. C'est pas mal, là. Tu pèses combien là, l'heure actuelle 67 kg. Et 1 mètre 1m58. Ah ouais, t'es grand. Non. Mais ouais, non, c'est quand même assez impressionnant. Tu t'intéressais énormément à l'hypertrophie. Oui, aussi. Parce qu'il y a tellement d'études qui ressortent là, à l'heure actuelle sur l'hypertrophie. C'est un des facteurs qui est, je pense, qui est le plus plaisant quand même pour un athlète de travailler. Ouais, bien sûr. C'est là où on voit le plus vite les adaptations. Ouais, exactement. Et je voulais juste faire un point parce qu'on parle souvent, ça c'est plus pour les gens qui me l'ont déjà demandé, hypertrophie, hyperplastie, lié soit au nombre, soit à la taille, si je dis pas de bêtises. Ok. Maintenant, il y en a qui m'ont demandé comment améliorer son hyperplastie, quelle méthode, comment faire. Et l'hypertrophie, ça c'est déjà quelque chose de plus réputé, mais quand on rentre dans l'hyperplastie, les gens sont un petit peu perdus. Est-ce que tu sais nous donner quelques conseils ? Mais déjà pour l'hyperplasie, donc ça a été démontré sur des modèles animaux qui avaient effectivement une hyperplasie. Chez l'humain, alors j'ai peut-être pas toutes les dernières études en tête, mais c'est assez contradictoire. Il y aurait potentiellement une hyperplasie. Si on a une, elle serait légère. Et donc je ne pense pas que ça soit vraiment intéressant de se focaliser dessus. Mieux vaut se focaliser sur l'hypertrophie, où là on sait qu'on a des adaptations qui sont importantes et plutôt rapides, alors que l'hyperplasie, même si on a, ça va être très minime, donc je ne pense pas que ce sera un facteur sur lequel on peut vraiment s'attarder. Magnifique. J'avais encore une question juste sur l'hypertrophie. On parle souvent, parce que j'avais échangé avec Vincent, mon préparateur, à un moment du recrutement des métabolites, et lui il fonctionnait par une méthode, ce qu'on appelle je pense une méthode isotrophie. Donc c'est combiner un travail isométrique, notamment je sais pas moi un wall sit, avec ensuite du leg extension. Est-ce que tu sais nous dire un petit peu brièvement quel est les bénéfices, qu'est-ce qu'on appelle un recrutement de métabolites, c'est quoi un métabolite ? En gros, pour l'hypertrophie, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur mécanique, donc ça va être en gros la charge que tu vas mettre sur l'exercice que tu veux faire. Donc, sur le développé couché, plus tu vas charger lourd, plus tu vas avoir une contrainte mécanique qui va être importante. Et donc ça va entraîner certains facteurs de croissance qui vont pas être la stimulation de l'hypertrophie et voilà, améliorer la taille de ton muscle. Il va y avoir aussi le facteur métabolique, sur lequel on peut se baser. Donc là, ça va plutôt être lié au nombre de répétitions, au nombre de séries. Donc ça va plutôt être par rapport à ton volume de travail. Ce qui était à un moment sujet en fait aux hypertrophie myofibrillaire et hypertrophie sarcoplasmique, mais c'est un sujet qui est un peu controversé. C'est ça. Pour moi, je pense que les deux vont de pair. Si tu as une hypertrophie myoplasmique, tu auras également une hypertrophie sarcoplasmique. Ça fait flipper. Et donc on était sur de l'hypertrophie sarcoplasmique et myofibrillaire, et qu'en fait on parlait qu'il fallait combiner des deux. Mais les deux, je pense, évoluent de pair. Ça veut dire que tu ne peux pas cibler l'un ou l'autre. Si tu en travailles un, l'autre va progresser en même temps. Ok. Et voilà, et donc sur après le facteur plutôt métabolique, donc là ça va être plutôt lié au nombre de répétitions, nombre de séries. Et donc pareil, toi tu parles là d'une méthode qui était assez spécifique, mais moi j'avoue que je ne suis pas du tout spécialiste dans chaque méthode qui pourrait exister. Je préfère plutôt m'intéresser au mécanisme, savoir que pour travailler l'hypertrophie métabolique, il va falloir un nombre de répétitions, un nombre de séries important, et me dire à partir de cette base-là, je peux créer ou penser mes propres méthodes et les essayer.
qu'au lieu de me focaliser sur une méthode qui existe déjà, qui est potentiellement intéressante, mais on a tellement à connaître que des fois on est perdu. Donc il vaut mieux se centrer sur les différents facteurs de l'hypertrophie et savoir comment les utiliser que vraiment connaître chaque méthode. Même si ça peut être intéressant, je pense que si je devais donner un conseil, mieux vaut s'intéresser aux facteurs qu'aux méthodes en elles-mêmes. Donc on est toujours en fait quelque part sur l'individualisation, contextualisée. Effectivement, c'est ça. Ah, okay. Justement, le fait de s'intéresser aux facteurs, tu pourras, aux facteurs donc, de l'hypertrophie, tu pourras encore plus individualiser que d'appliquer des méthodes que tu auras appris par cœur et que tu appliques comme ça. Quelque part perdre un peu son temps en disant on teste ça, on voit que ça n'a pas marché, mais en fait c'est passé 3 mois et pour l'athlète c'est pas toujours le must. D'où l'importance d'un suivi. Bah écoute, super. Merci Anne, c'était top. On arrive à la fin de ce podcast, donc top. N'hésitez pas à nous dire en commentaire évidemment si... quels sont les projets que Hans doit mettre en premier. Je dis c'est important. Si on mettra aussi un référencement sur ton étude, parce que tu m'as envoyé une vidéo un petit peu explicative de la méthode Bulgare. Ça sera plus clair que ce que j'ai expliqué à l'oral. Et si on a des questions, notamment par la suite, si tu veux, si tu commenceras ton coaching et tes programmations, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram ou... Peut-être Facebook. Et puis d'ailleurs, sur Facebook, ça peut être intéressant parce que justement... s'il y a des gens qui seraient motivés pour participer à mes projets de recherche en tant que sujet, en plus ils auront comme ça, là on a entamé une recherche sur la méthode Bulgare où on fait un entraînement de 8 semaines et donc les sujets pourront avoir à la fois une évaluation de leur performance en pré, en mid et en post, donc c'est toujours intéressant. Si vous êtes des compétiteurs, ça peut être utile pour continuer de performer. Magnifique, donc Facebook Hans Bourgeois. Ouais. Et Instagram non, c'est mon Instagram perso. De toute façon, il est bleu. Ouais. Ok, donc Hans Bourgeois pour Facebook et on est bon. Super, merci Hans. Mais de rien, ça fait plaisir. Bah écoute, magnifique. Salut Jean-Nicolas, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, j'arrive. J'hésitais à sonner avant. Non, t'as bien fait de toute façon. J'ai vu que t'avais un planning assez serré aujourd'hui. Mais on a bien enchaîné, mais là, il a stressé lui, il était presque en train de s'endormir. Ah mais non, j'étais concentré sur ce que... L'un des facteurs déterminants de la performance sportive est la capacité à exprimer pleinement son potentiel de puissance et d'explosivité. Pour cela, les athlètes ont besoin d'atteindre des niveaux de force et de vitesse élevés, mais également des niveaux de force élevés à des vitesses élevées, et inversement. En plus du développement de leur capacité de puissance, ils doivent maximiser le transfert de ces qualités à leurs performances sportives respectives. La méthode par contraste de charge, ou méthode Bulgare, est un des outils de la préparation physique qui permet de répondre en partie à ce problème. En effet, cette méthode consiste à combiner des exercices à charge lourde avec des exercices légers avec une intention de vitesse maximale. L'intérêt de cette méthode réside dans le fait que la performance sur l'exercice léger semble être optimisée par un phénomène appelé Post-Activation Performance Enhancement, PAPE. Ce phénomène correspond à une amélioration à court terme de la performance musculaire après la réalisation d'un exercice dit de conditionnement. Dans notre cas, le sportif réalise quelques répétitions de squat avec une charge relativement lourde. C'est l'exercice dit de conditionnement. Il va enchaîner ensuite un exercice biomécaniquement similaire, ici des counter movement jump sur lesquels on souhaite optimiser la performance. Effectivement, si on s'intéresse à la hauteur des sauts, on peut observer une augmentation de la hauteur moyenne de ces sauts après avoir réalisé l'exercice conditionnant, comparativement au même saut réalisé sans exercice de conditionnement. Cependant, ce phénomène de post-activation performance enhancement fait l'objet de plusieurs débats. Premièrement, l'ensemble des études ne présente pas d'amélioration de la performance. Deuxièmement, on manque de connaissances sur les mécanismes qui pourraient expliquer l'amélioration de la performance. Ainsi, l'objectif de ma thèse consiste à contribuer à l'amélioration de la compréhension d'un des mécanismes de la PAPE et également de contribuer à l'optimisation de la méthode par contraste de charge. L'optimisation de cette méthode consiste à maximiser l'expression des mécanismes de la PAPE tout en contrôlant la fatigue qui viendrait contrebalancer les effets positifs.
Pour cela, on va manipuler les 3 variables principales de l'entraînement: le volume, l'intensité et le temps de récupération. Pour l'intensité, l'exercice lourd doit être réalisé à une charge au moins supérieure à 60% du RM. L'exercice léger à une charge inférieure à 40% du RM. Pour le volume, on estime qu'il faut réaliser au moins une série de 1 à 5 répétitions avec un temps sous tension compris entre 4 et 8 secondes. Les répétitions peuvent être réalisées en concentrique ou en isométrique pour l'exercice conditionnant. Enfin, pour le temps de récupération, il n'existe pas de réel consensus, car celui-ci va grandement dépendre du volume, de l'intensité et de l'impact de ces 2 variables sur la fatigue et les mécanismes potentiateurs. Le deuxième objectif de ma thèse est l'amélioration de la compréhension des mécanismes de la PAPE. Je peux vous en citer 3 principaux. La PAPE semble agir sur des facteurs psychologiques comme la motivation, sur l'excitabilité des motoneurones et également au niveau musculaire sur l'une des protéines contractiles, la myosine, par le biais d'un mécanisme appelé potentiation de post-activation. C'est sur ce dernier mécanisme que s'orientent principalement mes travaux.